Mais écoutez, on va pouvoir démarrer. Et merci à tous d'être présents ce soir. On va avoir un tout petit changement dans l'ordonnancement pour une question de disponibilité, mais j'en parlerai après. Je tenais à remercier vraiment Hauts-de-France Innovation Développement, hein, qui est la structure qui nous a permis d'organiser de manière totalement digitale cet événement. Merci à la région Hauts-de-France de manière générale. Merci à la CPME Hauts-de-France qui est partenaire aussi. Merci à Amiens Cluster. Vous aurez l'occasion d'ailleurs d'entendre François-Xavier Level un peu plus tard dans la présentation. Merci à l'Université Picardie-Jules Verne. Vous aurez la chance de suivre une conférence de son président Mohamed Ben Lassen et puis aussi du directeur du laboratoire MIS Gilles Dequin. Merci à Amiens Métropole. Et puis, Génération IA, la société que j'ai la chance de diriger, qui travaille aujourd'hui de plus en plus sur des projets d'intelligence artificielle, mais aussi, vous le verrez, cybersécurité. On aura l'occasion d'en parler un tout petit peu après. Pour vous présenter la manière dont va être organisée cette soirée, ce sera des interventions de 10 minutes sur les thèmes de l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les objets connectés, et quelques startups innovantes de la région qui vont témoigner. Alors, ce qui est important, c'est qu'on est ici non pas pour présenter une vision qui serait un petit peu théorique de ces technologies. On est vraiment là pour entrer dans le concret, dans le pragmatique. Notre ambition chez Génération IA, mais aussi pour tous les partenaires de cette soirée, c'est d'en faire un événement annuel. On a d'autres thèmes qu'on pourra couvrir l'année prochaine. Je pense notamment à la blockchain que finalement on n'a pas couvert cette année parce que le programme était déjà chargé. Mais il y a d'autres sujets que l'on ne manquera pas de traiter pour la prochaine édition, l'année prochaine. Alors, j'espère de tout cœur que les vaccins de Moderna ou de Pfizer ou autres sont arrivés et que nous serons en mesure de faire une partie de cet événement en présentiel. Alors, c'était prévu au Quai de l'Innovation, qui nous était gentiment prêté par Amiens Métropole et Amiens Cluster. Mais bon, forcément, pour question de coronavirus, on n'a pas pu faire la partie présentielle. L'an prochain, je suis convaincu que ce sera le cas. Merci, Président. Bonsoir à tous. Honneur que tu nous fais, voilà, d'être là. C'est un plaisir. Je vais vous exposer un petit peu mes vues et on va discuter. Dommage parce que j'avais plein d'animations sympas, mais tant pis. Tu me l'as envoyé par mail, j'ai envoyé le PDF, mais c'est pas grave. Non, j'avais 2 films à vous montrer qui sont assez parlants de ce qui a été dit d'ailleurs auparavant. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit sur le cerveau et l'ordinateur, mais j'avais des films qui prouvent ça, c'est pas grave. Et toujours est-il, il faut savoir juste qu'au niveau de l'intelligence artificielle, en anglais, c'est une mauvaise traduction. C'est une mauvaise traduction parce que les Américains comme les Anglais ne parlent pas d'intelligence artificielle, mais parlent de connective science. C'est dans un cadre qui s'appelle le BNIC, Biotechnology, Nanotechnology, Information Technology and Connective Science. Alors, c'est un contexte des années 80 et qui a vraiment explosé dans les années 90. C'est la politique des garages au niveau de la Californie. Et après ma thèse, moi j'étais à Stanford, j'ai fait 2 ans et demi à Stanford. Et justement, on avait des garages et on parlait de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Sauf qu'à l'époque, on était sur vraiment le volet économique. Donc sur la biotechnologie comme la nanotechnologie, il faut savoir qu'à l'époque, on est en train de réfléchir sur, on a réfléchi et on réfléchit toujours sur la notion de comment rendre les atomes intelligents. Déjà. Alors pour un physicien, il lui faut juste 3 choses. Avec 3 atomes, il peut faire plein de choses. Capteur, analyseur, actionneur. Alors, si vous prenez, dommage, hein, que vous voyez, j'espère, mais vous ne voyez pas mon topo. Pardon? On a sa fiche. Elle s'affiche. Ah, c'est parfait. Donc, vous pouvez défiler celui-là. Vous pouvez le faire vous-même avec les flèches droite et gauche. Je m'en occupe si tu veux. C'est bon, ça roule. Donc, ça roule. Donc,
On est passé juste là. Voilà, c'est biotechnologie, c'est ça qui est important. Je voulais vous montrer juste une illustration, si vous regardez bien. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il me faut 3 atomes. Vous prenez une feuille, vous la regardez de profil, c'est 40 000 atomes. Donc, pour nous, il y a de la place. Il y a de la place pour faire plein de choses. Alors, la nanotechnologie a changé complètement de paradigme, notre façon de voir le monde. Il faut savoir que pour vous, le fer est conducteur d'électricité, de chaleur. Si je le mets en dessous de 8 atomes, il est résistif et il ne transmet pas la chaleur. Et c'est dans vos poches, vous avez ce que j'appelle moi des moyennes de stockage comme moi. Tous ces stockages-là fonctionnent avec la magnétorésistance géante qui a été inventée en France dans le prix Nobel de 2017 et de 2007. Il a été inventé en 88. Alors ne riez pas, il n'y a pas de brevet français là-dessus. Mais c'est pas la première fois. Donc, oui, à l'époque, Thomson avait géré que c'était pas intéressant comme recherche. Les Allemands ont su quoi en faire et c'est devenu ce que vous savez maintenant. La deuxième chose qui est importante, c'est la biotechnologie. La biotechnologie, avec la nanotechnologie, on peut maintenant fabriquer. Vous voyez en bas de transparent, il y a des petites gélules. Vous les voyez là? Ces gélules-là, ce sont des gélules qui ont été inventées par une start-up israélienne, mais basées sur la conjugaison de la biotechnologie avec la nanotechnologie. Vous les avalez et elles envoient des photos sur un écran de tout votre système, je dirais, de gestion, quasiment de tout, parce qu'on peut les rendre encore plus petites. On peut mettre une piqûre d'une cellule organique qui va détecter les anomalies cardiaques et ainsi de suite. On appelait ça lutter contre la frustration chirurgicale et ce sont des choses qui ont été imaginées dans les années 80 et qui maintenant sortent dans le monde. Ensuite arrive la notion d'imagerie médicale, la notion du nombre. Et c'est là où l'intelligence artificielle va jouer un rôle très important. Très important parce qu'elle va nous permettre d'accéder à des choses qu'on ne pouvait pas faire. Je donne juste un exemple. Vous prenez un oncologue classique, un oncologue dans sa vie, va regarder s'il travaille pleinement, c'est-à-dire s'il cotise à 37 ans ou à 42 ans maintenant, il verrait, allez, gentiment, 15 000, entre 2 et 15 000 clichés dans sa vie. Voilà, s'il fait ça. Si vous mettez ça devant un ordi, il peut faire défiler plus de 4 milliards en 2 minutes. Donc, il y a eu un concours fait avec 27 nations avec 87 radiologues. L'ordinateur a donné des 100%, là où l'humain n'a pas excédé 85%. Vous voyez, là, on voit un petit peu un changement de paradigme. Si je vais plus loin, je vais passer sur ces phases-là parce que je crois que ça a été dit plus intelligemment que moi. Je voulais intervenir un petit peu sur les enjeux et essayer avec vous de réfléchir tout modestement en tant qu'académique, comment on voit les choses. Les enjeux, vous les connaissez, économiques, les enjeux de formation, ça a été évoqué tout à l'heure, les enjeux technologiques et scientifiques, les enjeux éthiques. J'ai rappelé les BNC parce que le changement de paradigme de pensée du BNC est passé sous silence en France. Elle a été empochée par quelques hippies avec des jeans craqués au niveau des États-Unis. Et sincèrement, c'est de là où le mal est parti, mais le mal positif, je parle, parce que c'est vraiment des gens qui ont un petit peu changé notre façon de voir et on va le voir assez rapidement. Quand Steve Jobs dit « je veux changer le monde » en faisant juste une innovation « et », c'est-à-dire téléphone, musique, photo, il ne pensait pas une seule seconde que ce qu'il a mis devant le monde, c'était une plateforme sur laquelle on peut mettre des applis. Il ne le pensait pas, il l'a avoué lui-même un an après, en disant « je ne pensais pas une seconde que la révolution n'était pas l'addition d'autres choses, mais la révolution, c'était la plateforme elle-même, c'est l'écran et ce qu'il offre derrière comme informatique. » Et ça, il ne l'a pas du tout imaginé, et on va voir un petit peu les conséquences. Les conséquences sont directes et sans appel. C'est direct et sans appel parce que il y a d'abord, vous le savez, je ne vais pas faire le cours qui a été fait auparavant sur les big data, mais j'ai tendance à dire ça, c'est vraiment pas de moi, les Tim Cook. Lorsque on va réfléchir à big data, avec big data, on fait plein de choses. La première campagne électorale qui a été faite par le big data, c'était celle d'Obama. Maintenant, le big data est présent dans les offres, dans les logiciels intelligents qui sont dans le net. Les offres, on a l'impression d'être libre, mais on ne l'est pas tellement. Mais surtout, on a l'impression que tout est gratuit. Et comme dit Tim Cook, si
vous pensez que tout est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Et la souveraineté se fait maintenant sur la donnée. La donnée devient le pétrole. Et à chaque révolution industrielle, il y avait une énergie derrière. Quelle que soit la révolution industrielle qui a eu lieu, et on a eu 2 auparavant, la troisième, l'énergie de la troisième, ça c'est la donnée. Il y avait le charbon, il y avait le pétrole, là c'est la donnée. La donnée, c'est vraiment le pétrole de demain, et la souveraineté s'exerce comme ça, maintenant. Et quand on parle des données de santé, par exemple, il y a une attaque frontale qui vient des laboratoires américains et des GAFAM sur les données de santé en France. C'est pas neutre. C'est pas neutre, pourquoi? Parce que vous avez des open data santé sur lesquels vous pouvez travailler. Mais ils ne sont pas consolidés. Si vous voulez travailler, si vous travaillez sur un diagnostic, sur un médicament, sur un accompagnement médical, il vous faut des données consolidées. Il se trouve qu'en France, on a eu la mauvaise idée d'avoir des données vraiment consolidées. Et là, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour demain. Pourquoi? Parce que justement, bâtir des algos sur des données qui sont solides, c'est la fiabilité qui augmente derrière, et pas que, c'est le marché de toute façon qui se cache derrière. Donc, ça devient vraiment un sujet extrêmement et hautement éminemment stratégique. Vous voyez à gauche la courbe. Désolé, c'est tout petit. Je ne peux pas zoomer parce que j'avais prévu de zoomer. La courbe qui est à gauche, là, avec une inflexion, c'est ce que vous voyez, le premier point que vous voyez, c'est l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie a supprimé une imprimante, enfin une machine, a supprimé 300 copistes. C'est important de se le rappeler. Et vous regardez petit à petit les points qui s'écartent, et puis vous avez le point d'inflexion, ce qu'on appelle la disruption. C'est un terme physique, ça s'appelle une rupture, tout simplement, de tendance. C'est à la mode de dire, est-ce que tu as une idée disruptive? Ça me fait rire. C'est pas du tout ça. Hein. Une idée ne peut pas être disruptive, parce qu'elle emprunte un langage et une pensée. C'est penser outside of the box, c'est autre chose. Mais disruptif, ça veut dire que tu romps complètement avec et ton langage, et ta façon, et ton mode de pensée. Pour faire ça, c'est assez compliqué et c'est pas tous les jours dans une réunion. Donc, ce que vous regardez là, les points qui se succèdent, je les ai projetés à droite volontairement pour vous dire juste une idée. Avec l'énergie, il y a la mobilité. Et dans le numérique, la mobilité est redoutable. Le premier point que vous voyez, la première courbe, c'est l'invention du téléphone. Il a fallu 75 ans pour que le téléphone se retrouve dans tous les continents. Si vous regardez WhatsApp, il a fallu 3 ans. Si vous descendez plus, par exemple, Candy, vous êtes sur une journée, un an et 3 semaines. Là, vous avez une idée un petit peu de la circulation d'informations. En bas, j'ai mis l'arrivée du son numérique et la vente des disques. D'accord? Moi, j'ai grandi comme avec Kodak. Je suis plus âgé, je crois, ce soir. Et il y avait Kodak et Nokia. Et le fait de cette innovation a fait disparaître complètement Kodak et Nokia de la carte. Ils essaient de rebondir, bien entendu. Hein. Mais juste pour vous dire que tout processus de ce type-là se transforme par une construction, destruction permanente. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'approche schumpeterienne de l'économie. C'est-à-dire, lorsque vous êtes sur une partie qui monte, vous pouvez vous endetter, vous pouvez faire des crédits, quand ça stagne, vous êtes dans la période du partage. Politiquement, on parle de solidarité, de partage du bien. Quand ça descend, là, c'est la catastrophe. Sauf que l'économie fait ça. Autrement dit, on crée, on détruit. Alors, c'est quoi le problématique? Moi, je ne peux pas reprocher, vous l'entendrez, je ne peux pas reprocher l'invention de l'imprimerie. Le jour où on a mis à l'imprimerie un moteur thermique, c'est devenu des rotatifs. C'est grâce aux rotatives qu'il y a eu les manuels scolaires, les livres moins chers, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, évidemment, les moines n'étaient pas contents, mais je l'entends, c'est une sincérité, ils perdent un boulot. En face, il y a quelque chose qui généralise, c'est une deuxième sincérité. Donc, dans l'innovation, dans cette partie-là, vous avez l'affrontement entre deux sincérités qui se battent. Vous ne pouvez pas arbitrer ça. La seule réponse à donner à ça, ça a été dit par Nicolas, je crois, qui est passé, à savoir la formation
et rien que la formation. C'est par la formation qu'on peut un petit peu ajuster les choses. Cela dit, vous n'allez pas faire j'allais dire, c'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité, qu'on a la lampe, c'est impossible. Donc, c'est pas avec ces techniques-là. Donc, il faut rompre et essayer de répondre au mieux à cette problématique qui s'appelle tout simplement le cycle dit et le cycle économique schumpeterien. Alors, ce qui s'est passé avec les plateformes, avec les applis que Steve Jobs n'avait pas imaginé une seconde, c'est que de toute façon, le marché va avec cette notion-là, la notion de cost, moins cher, avec une valeur plus importante. Ce qu'on a vécu, c'est incroyable. On a vu comment les plateformes, les algorithmes, ont pris la main sur les entreprises. Je vous donne juste un exemple, très simple. Airbnb, c'est le plus grand fournisseur de chambres d'hôtel ou de location dans le monde. Sa valeur marchande est de 10 milliards de dollars. Il n'a pas de gardien, il n'a pas d'électricien, il n'a pas de femme de ménage. Ce sont 4 trentenaires qui ont créé ça. Et ces 4 trentenaires ont inversé la donne. Ils disent quoi? Ils disent, nous, notre business, c'est de mettre le consommateur avec le fournisseur directement, pas d'intermédiaire. Donc c'est moins cher. Accor, qui possède les hôtels Ibis, Mercure, ainsi de suite, c'est 1 milliard de dollars. Voilà. Vous voyez, avant, on disait le gros mange le petit. Là, on est dans la politique des plateformes. Et Airbnb sur Paris pèse 150 000 chambres à louer. C'est juste un coup de fil. Vous prenez Uber, donc c'est la plus grande entreprise de taxi. Il ne possède aucune voiture. Facebook, n'en parlons pas. Donc vous voyez bien qu'il y a une vraie question qu'on devrait nous accompagner intellectuellement et qu'on devrait accompagner dans nos modes de fonctionnement. Il y a vraiment quelque chose qui a changé, qu'avec une croissance très rapide, mais rassurez-vous, ça entraîne un certain nombre de problèmes que j'évoquerai tout à l'heure. Donc, vous voyez un petit peu la donnée travaillée par l'IA, évidemment, peut amener cette innovation, construction et destruction. Et il est clair que derrière, et on le néglige en France, on le néglige parce que nous sommes pressés partout, on le néglige, c'est que c'est toujours pas pensé. Et le décrochage qui s'opère dans nos sociétés s'opère de cette manière-là, s'opère sur la fracture, elle n'est pas qu'économique. La fracture, c'est dans l'absorption de la technologie. Et l'absorption de la technologie nous donne de la souveraineté, de l'autonomie et de le libre arbitre. Et le libre arbitre, nous ne l'avons pas. Ce que je dis à mes étudiants quand ils pensent à Internet, quand j'enseignais, je leur disais, allez-y sur Internet, vous allez trouver mieux que mon cours. C'est clair. Mais la question, c'est que vous n'aurez pas mon cours. Parce que mon cours, je suis un humain. Donc, j'ai un chapitre, je vais partir au feeling. Si je vois que les étudiants, je n'arrive pas à les embarquer là, je vais les embarquer ailleurs. Par contre, là, c'est figé. Et encore, ce n'est pas validé scientifiquement, ce n'est pas du tout discuté. Alors, comment est-ce que je vais vous faire? Je l'ai bien sûr potassé, et ainsi de suite, validé. Donc, là, c'est une notion qui est importante et qui me semblait important Alors là, c'est une animation, dommage pour vous. C'était juste pour vous montrer à quel point notre école, parce que je vais vous prendre un deuxième exemple, c'est l'éducation, notre école n'a pas évolué. Et vraiment, de 1900 à aujourd'hui, vous voyez, on a la même configuration. On a la même configuration et on se dit, voilà une opportunité sur laquelle il faut sauter maintenant avec l'IA, avec le data, pour pouvoir peut-être inventer autre chose. Et c'est pas en persévérant. Par exemple, nous, dans notre langage quotidien de prof, quand quelqu'un dit « mes étudiants n'ont pas de niveau », on se dit « comment ça vieillir ?» On ne dit pas que les étudiants n'ont pas de niveau. Et je vous donne un exemple. En 1848, c'est le premier bac en France. 1848. 10 000 personnes ont passé le bac à l'époque. Leurs copies sont à Albert, sont juste là. On a à la préfecture d'Albert, on a l'archive du bac de 1848 jusqu'à maintenant. Donc c'est important pour les chercheurs, parce qu'on va parler de niveau. Aujourd'hui, nous avons 600 000 personnes qui passent le bac. Évidemment, il y a la massification. Mais si je prends les meilleurs 50 000, ils mettent le pâté aux 10 000.
au meilleur des 10 000. Donc, il ne faut pas jouer avec ça sur le niveau qui baisse. Ce qui baisse, ce n'est pas le niveau. Ce qui baisse, c'est notre école qui était à la voie au début Condorcet, la démocratisation par le mérite, et qui maintenant devient comme ça. Voilà, c'est un peu ça, ouais, l'animation que je vous proposais, mais je l'ai fait avec la main, qui montre bien qu'il y a une vraie problématique. Par contre, les bons, on les a toujours. Donc, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question d'approche. Et dans l'innovation, ce n'est pas du tout le contenu qui doit évoluer, c'est notre façon d'aborder notre contenu. C'est ce que je dis ici. De manière générale, lorsque vous potassez comme un malade, vous avez juste 10% qui provient du mécanisme d'apprentissage, 20% de ce qui viennent des interactions sociales et 70% de notre apprentissage à travers des expériences pratiques. D'où l'idée des learning by doing qui viennent des États-Unis et du Canada. Elle est basée sur cette statistique et cette approche-là, et c'est peut-être comme ça qu'on doit aborder les problèmes et pas autrement. Peut-être nous n'avons pas la même réceptivité. Avant, je parle de nos parents, ils écoutaient la radio, enfin nos grands-parents, écouter la radio, c'était la voix sacrée. Maintenant, il y a 36 000 chaînes. Il faut en choisir. Donc, il faut développer une intelligence du choix. Ensuite, une intelligence qui va dépendre de vos goûts, et ainsi de suite. Quand il y a une radio unique. Donc, comment vous voulez faire avec la diversité et le même cerveau? C'est pas possible. C'est juste pas possible et c'est impensable intellectuellement. Donc, avec ça, vous imaginez, grosso modo, ce que je mets au centre, c'est les préalables à l'apprentissage, mais surtout, sortir l'apprentissage des murs, l'automatiser l'évaluation, développer l'autonomie, et surtout, ce qui est ça qui est apprenant, c'est que essayer de personnaliser au maximum. Tant qu'on n'a pas imaginé ça, parce que nous sommes avant tout des êtres, on vient de vivre une crise sanitaire énorme. C'est une secousse qui touche tout le monde, l'économie, l'affect, etc. On l'a subi collectivement. Mais est-ce que nous avons les mêmes fondements? J'en doute. Donc, même si on l'a subi collectivement, on la vit individuellement. Et l'apprentissage se vit individuellement. Ne se vit pas dans une classe de 40 homogène, ça n'existe pas ça. Donc, on est sensible, chacun de nous a été sensible un jour à un mot, à quelque chose qui a structuré son envie d'aller, chef d'entreprise, d'aller pour faire de la recherche ou enseigner ou faire autre chose. Mais en tout cas, c'est à ça que peut-être on peut jouer et qui me semble important de jouer. Je vais un peu vite parce que je suis très long. Je veux juste dire que d'abord, il faut imaginer l'adaptatif. Il faut imaginer que l'enseignant reste au cœur du système, sauf qu'il est plus dans le coaching et l'aide au choix que dans l'apprentissage. Et la deuxième chose, il faut imaginer que chacun de nous puisse rentrer et sortir de son apprentissage quand il le souhaite, en fonction du besoin du moment. Si on imagine ça, on traverse l'époque et on passe à une autre école, une école que j'appellerais moi une société du savoir. Je vais l'illustrer. Je vais l'illustrer parce que c'est ça qui m'intéresse dans mon propos, tout ce que je viens de dire. En fait, je vous amène vers ça. Quand on parle d'intelligence artificielle et des fantasmes des super-hommes, tout ça, ça me fait rire, moi. Il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de gens qui se font de l'argent avec des conneries, et sincèrement, je les aime pas du tout parce qu'ils viennent dans mon terrain, qui est le savoir académique, je parle. Il y a un type qui a vendu Doctissimo 7 millions d'euros à Europe 1, au patron d'Europe 1. C'est un neurologue belge et qui s'invente ultra humaniste, etc., etc. Vous savez, il raconte 70% de conneries parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. La première chose, le personnage ne peut pas être supérieur à l'auteur. C'est impossible. C'est l'auteur qui l'imagine. Donc, l'intelligence artificielle, c'est pas du tout un ennemi. C'est un outil. Et ce que je vais vous raconter, ça a été dit un petit peu, mais je vais vous donner quelques exemples. Ce qu'on essaie de faire, on est juste sur l'espace connectif. On en est loin encore de l'intelligence himself. Même la reconnaissance faciale, etc. J'entends Yann LeCun qui est vraiment brillantissime, qui est responsable de la reconnaissance faciale chez Facebook, et il le dit lui-même. On en est loin, on n'a même pas le cerveau d'une fourmi aujourd'hui. Donc il ne faut pas fantasmer, il ne faut pas dire il y aura un surhomme qui vivra 1000 ans, c'est n'importe quoi. Quand on ne peut pas prouver, on se tait. Voilà. Quand on ne peut pas prouver, on se tait. Quand on parle d'intelligence, vous regardez là à droite, d'abord parce qu'on n'arrive pas à la définir, qu'est-ce que c'est que l'intelligence, le cerveau et
L'ordinateur, on a deux parties, hein, la partie droite et la partie gauche. Il y a la partie, je dirais, artistique et la partie ultra pragmatique. D'accord? Et on passe beaucoup de temps à interconnecter les deux parties, les deux hémisphères. C'est ces interconnexions qui vont extrêmement vite. Extrêmement vite. Je vais essayer d'illustrer ça par un exemple. Voilà. Regardez bien, essayez de lire. Vous allez voir que les interconnexions sont ultra rapides. Vous allez finir par lire votre texte au bout de la deuxième phrase. Pourquoi? Parce que vous faites de la lecture globale et la partie gauche, l'artiste, donne du sens. Un ordinateur ne cherche pas le sens. Si vous prenez une fable de La Fontaine et vous la faites traduire par un ordinateur, ça va devenir n'importe quoi. Parce que j'avais un exemple du fable de La Fontaine, une partie. Donc tout ça pour vous dire que justement, votre cerveau a fait la reconnaissance pragmatique. Après, il est allé chercher le sens de l'autre côté. Et il l'a fait extrêmement vite. J'avais une illustration sur l'image du chat, mais je ne peux pas la montrer. Le défilement pour un ordinateur de 2 milliards de photos pour reconnaître le visage d'un chat. Là où un enfant va le reconnaître tout de suite. Voilà. Donc ça, ça met fin un petit peu à ces fantasmes-là. Parce que j'avais une illustration qui montre bien le chat et le nombre de photos pour que le cerveau un petit peu pour que l'ordinateur je laisse tomber ça. Je voulais juste dire que lorsqu'on compare un cerveau à un ordinateur, d'abord un ultra rapide. Faut se poser la question. Hein, pour le calcul, c'est mort. Pour la reconnaissance de photos, c'est mort. L'ordinateur le fait mieux que nous. Mais là où on se trompe sur ce sujet de l'intelligence artificielle et la donnée, c'est que la pensée n'est pas dans le cerveau. Tant qu'on n'a pas compris ça, on va fantasmer, faire peur aux gens, ou bien, pour faire de la vente, dire avec ça, on va... Non, la pensée n'est pas dans le cerveau, et la notion de cause à effet n'existe pas dans un ordinateur. Il y a des moyens, on y travaille, et je vous montre quelques exemples, il y a des moyens, mais on est encore très loin. On s'en approche un petit peu, on fait une bricole ou deux, mais si on estime que le calcul c'est de l'intelligence, là on se trompe d'intelligence, on ne parle pas de la même. On parle pas de... C'est ça le film que je voulais vous montrer, mais je vous l'enverrai, comme ça Je vais revenir juste sur ça, parce que dans le film, ce qui est important, c'est qu'il raconte une histoire, le décor change complètement, puisque la caméra suit le personnage, et à la fin, il vous pose la question, est-ce que vous avez vu les changements? Et il y a eu 21 changements dans le film, et vous ne le regardez pas. Et en fait, ça veut dire tout simplement, la réalité, c'est pas ce qui s'offre à vous. La réalité, c'est pas celle-là. Alors, il y a cet exemple d'éléphant, en fait, c'est une histoire indienne. On prend 7 personnes à qui on bande les yeux, et on leur fait toucher une partie de l'éléphant. Et on leur demande ce que c'est. La queue, ils pensent que c'est une corde. La trompe, ils pensent que c'est un serpent. Le dos, il pense que c'est un mur. Et ce que veut dire cette fable, c'est tout simplement, tant qu'ils ne se parlent pas, ils ne sauront pas ce que c'est. Par contre, ils vont rester outragement spécialisés. Donc, l'apprentissage est d'abord social aussi. Hein. Donc, s'ils ne se parlent pas, ils ne peuvent pas. Si je reviens maintenant à la data, vous pouvez me donner n'importe quel tableau. Je vous donne n'importe quel tableau. Est-ce que vous allez trouver la notion de cause à effet? Vous ne la trouverez pas. Pourquoi? Parce que la construction est toujours humaine. La construction de la pensée est toujours humaine. Je vais donner juste quelques exemples qui vont un petit peu illustrer ça. Je prends juste la chute des corps. Voilà, la chute des corps, j'avais un film aussi pour qu'il la montre. Avant Galilée, Aristote disait, à juste titre, c'est un truc intuitif, vous pouvez le faire même en m'écoutant. Il a pris une pomme et il a pris du plomb. Il les fait tomber, il conclut, comme vous, il conclut, comme moi d'ailleurs. Moi, j'ai la réponse, donc je triche, que le plomb tombe plus vite. Yes, super. Donc Galilée, c'est le premier homme à inventer ce qu'on appelle l'expérience par la pensée. Il ne l'a jamais faite, mais il l'a fait avec son cerveau. Il a dit, je suis en haut de la tour de Pise, je lance une plume et je lance 1 kilo de plomb. Qui tombe le premier? Bien évidemment, vous allez répondre sur le kilo de plomb. Parfaitement, vous avez raison. Il dit maintenant, donc c'est le poids, c'est le plus lourd. Soyons logiques, attachant la plume au plomb.
et mettons un deuxième plomb. Qui tombera le premier? Si je maintiens votre logique de poids, c'est normalement la somme de plumes plus plomb qui tombe le premier. Non, c'est le plomb tout seul qui tombe. Pourquoi? Parce que la plume va venir au-dessus de l'autre et elle va faire parachute. D'accord? Donc, ce n'est pas la notion du poids. Il introduit ce qu'on appelle le frottement de l'air. Mais au lieu de dire ça, c'est là où je suis dans une réflexion disruptive. Il dit, dans le vide, il tombe à la même vitesse. À l'époque de Galilée, 1432, il n'y avait pas du tout de la notion du vide. On ne savait pas le fabriquer. Apollo 14, quand ils sont montés, Holloway il a fait un discours en disant, grâce à la physique de Galilée, nous sommes sur la Lune. Sincèrement, vous pouvez le faire. Vous faites Apollo Galilée sur YouTube. Grâce à Galilée, nous sommes montés sur la Lune. Et là, on va vérifier ce qu'il a dit sur la tour de Pise. Il sort de sa poche une plume de faucon, parce que Falcon, la capsule s'appelait Falcon. Il sort un marteau. Et il les fait tomber sur la Lune. Il tombe à la même vitesse. Voilà ce que j'appelle une idée disruptive. C'est-à-dire que là où c'est évident de répondre, je réponds exactement le contraire. Voilà. Alors, la même chose est arrivée à Einstein quand il a eu son poste à Prague. À Prague, à l'époque d'Einstein, début du XXe siècle, c'était la seule ville, c'est une curiosité, c'était la seule ville où il y avait des ascenseurs. Et il prenait l'ascenseur et il observe qu'il y avait un trou. Il observe qu'un faisceau de lumière rentre. Sauf qu'il se pose la question suivante. Si je descends, et le faisceau est fixe, si je descends que je l'observe, c'est que quelque part, il s'est courbé. Donc, ça, il le garde pour lui. Il calcule la trajectoire de Saturne où Newton s'est trompé. Parce que Newton savait qu'il s'est trompé. Il a dit c'est approximatif, c'est pas juste. Il a calculé, il tombe pile poil avec la réflexion que la lumière se courbe. Je défie n'importe quel ordinateur, n'importe quel scientist data de deviner ça. C'est là où j'appelle ça une idée disruptive. C'est-à-dire, lorsque vous observez une étoile, elle n'est pas là où vous la voyez. La réalité, c'est pas ce qui s'offre à vous. Elle est forcément déviée par la gravitation des autres planètes qui sont autour, ou les autres étoiles qui sont autour d'elle. Donc, vous imaginez quand on va sur la Lune et quand on dit on va partir sur Mars, vous imaginez le calcul qui se fait sur ça. C'est juste de la folie. Donc, ce sont ça des idées que j'appellerais moi, qui échappent complètement. Maintenant, j'arrive à l'informatique, c'est ma dernière slide, hein, je vous rassure. Je vous donne juste une autre idée où je vous dis que, excusez-moi s'il y a des croyants, parce que moi je ne le suis pas, Dieu ne peut rien pour nous. Parce qu'il faut quand même avoir un esprit extrêmement sophistiqué pour penser ça. Au-dessus de nos têtes, à 10 000 mètres, il y a ce qu'on appelle des interactions cosmiques. Ce sont des rayons cosmiques qui rentrent en collision, comme ça. Quand ils rentrent en collision, ils libèrent des millions de muons. Alors, ces muons, ce sont des particules qui sont instables dans le temps. Elles explosent au bout de 0,06 microsecondes. Très bien. Et quand ils explosent, ils deviennent des électrons. C'est les électrons qu'on trouve sur nos pulls. Voilà, c'est ça. On devient ces électrons, ils deviennent de ces interactions cosmiques. Maintenant, moi, quand je suis dans mon laboratoire et j'observe un muon, il y a un problème. Je pars du principe, il a été créé par une collision à 10 000 mètres. D'accord? Donc, il y a 10 000 mètres. Et au bout de 0,06 microsecondes, il explose. Si maintenant, quand il se fabrique, je lui donne la vitesse maximale, la vitesse de la lumière, c'est-à-dire je lui donne 300 000 km/s. Si je lui donne 300 000 km/s, la distance x est égale à la vitesse fois le temps. Si je donne, donc évidemment je dois le calculer avec le temps, pour moi c'est 0,06 microsecondes. Si je fais ça, il n'a parcouru que 600 mètres. Alors s'il a parcouru 600 mètres, ce n'est pas 10 000 mètres. Donc 10 000 mètres pour moi, c'est 600 mètres pour lui.
Einstein avait la réponse. Parce qu'il a imaginé ça. Il a dit, il a distordu le temps. Le temps pour lui n'est pas le temps pour nous. Donc, vous voyez, ça s'appelle moi la réflexion en rupture. Alors, je voulais finir avec l'IA et le data pour dire qu'aujourd'hui, les mathématiques, l'algèbre, qui est derrière l'IA et qui est derrière les algorithmes, elle est sur une algèbre binaire classique, 0, 1, 0, 1, état, allumé. Dans les années 20 arrive la théorie quantique. La théorie quantique, on n'a pas encore absorbé. On l'a pas encore absorbé. Et celui qui prétend qu'il la comprenne, c'est qu'il y a un malentendu, disait Feynman. Donc c'est faux. C'est pas possible. C'est assez complexe, puisque si j'appelle ça un électron, ça c'est mes écouteurs, j'appelle ça un électron, tant que je ne le regarde pas, il est dans toutes les positions possibles et imaginables. Il tourne partout. Tant que je ne l'ai pas regardé, je ne le regarde que dans un état et il n'est pas dans son état fondamental. Donc déjà, il faut imaginer les maths pour ça. Donc je vous dis, je suis sur 0, 1. Donc qu'est-ce qu'il fait Schrödinger? Parce qu'il était en débat avec Einstein qui ne croyait pas du tout à cette physique, la physique de l'improbable, mécanique quantique. Il a imaginé une expérience du chat de Schrödinger. Donc il dit, j'ai une particule radioactive qui a une chance sur 2 d'émettre une particule radioactive, j'ai du radium qui peut émettre, avec une probabilité de 0,5%, la possibilité d'émettre ou pas un rayon radioactif. Ce rayon radioactif va cogner sur un marteau. Ce marteau va tomber sur une fiole qui contient du cyanure et elle peut tuer le chat. Très bien. Donc, tant que je n'ai pas ouvert mon carton, ma boîte où j'ai mis le chat avec ce dispositif-là, le chat est soit vivant, soit mort. J'ai 2 états. D'accord? J'ai 2 états. Quand j'ouvre, je vais trouver où le chat est vivant et le chat est mort. Maintenant, quand je n'ouvre pas, il est dans 2 états en même temps. Il est mort-vivant, mort-vivant, mort-vivant. Donc, vous voyez bien que je ne suis plus dans le 0, 1. Si je le fais mathématiquement, j'ai 4 états, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas l'informatique avec 4 solutions. On n'a que l'informatique avec 2 solutions. C'est pour ça qu'on parle d'ordinateur quantique, qui, s'il est créé, en tout cas, on y travaille, les Français sont pionniers là-dessus, Université d'Orsay, s'il est créé, il valera l'ensemble des ordinateurs sur Terre. Donc, voilà, pour conclure sur ce défi que pose la physique, ce que je viens de vous dire, ça a été dit par Schrödinger. Celui qui a fait l'expérience, qui l'a prouvé, il s'appelle Serge Haroche. Il est comme moi, né au Maroc. Il est venu après le bac. Il est prix Nobel français en 2012. Et nous en sommes très fiers parce qu'avec cette informatique-là, je pense que la notion de risque informatique est réduite à quasiment néant, puisque les premières clés USB de protection de système quantique sont sur le marché, sont encore chères, et ils ont cette faculté, lorsque on essaie de rentrer, de les violer, elles changent systématiquement de code. Donc aujourd'hui, elles sont inviolables, et seule la Chine, aujourd'hui, a un réseau basé sur ces clés et sur cette protection quantique des réseaux. Merci infiniment. Voilà. Merci, Président, pour cette belle conférence. D'ailleurs, les Chinois, je crois, ont réussi à faire une communication entre deux satellites quantiques qui étaient absolument inviolables. Tout à fait, ouais. Et ça revient sur le thème de la cybersécurité qu'on évoquait tout à l'heure avec Nicolas Z. Merci pour ta culture que tu nous fais partager. C'est vraiment formidable. Par contre, on a pris pas mal de retard. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est de les poser sur le chat ou dans l'outil de questions.